Bonjour et bienvenue, vous suivez Zena TV, la chaîne de la diaspora. C'est un plateau spécial que nous vous proposons avec des acteurs politiques et de la société civile de l'Afrique centrale. Vous le savez qu'il y a au Gabon, en RDC et au Congo-Brazzaville des crises post-électorales ou peut-être préélectorales qui sont en train d'envenimer la situation et de renvoyer au pays des images qu'on a vues à des moments les plus tragiques. Aujourd'hui, on compte les morts du côté de Libreville, on compte des morts du côté de Brazzaville, on a compté des morts du côté de Kinshasa. Aujourd'hui encore, on compte des centaines d'arrestations à Libreville. Même chose à Kinshasa et sans oublier Brazzaville. Arrestation arbitraire bien sûr, arrestation des leaders politiques et aussi arrestation d'hommes et de femmes qui sortent pour manifester et crier leur volonté de changer. Mesdames, Messieurs, c'est un plateau où nous allons parler de cette Afrique centrale. Est-ce que des acteurs aujourd'hui qui sont en première ligne peuvent trouver des synergies pour essayer de pouvoir contenir en fait ces volontés de ces personnes, notamment ces présidents qui veulent rester au pouvoir coûte que coûte? Est-ce qu'aujourd'hui les acteurs politiques sont prêts pour en découdre, puisque en face ce sont les balles réelles qui sifflent? Mesdames, Messieurs, mes invités, ce sont donc des personnes que vous avez déjà vues sur ce plateau. Madame, donc, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes donc porte-parole de Monsieur Jean Ping, candidat à la présidence gabonaise, qui aujourd'hui réclame sa victoire par rapport à son challenger Ali Bongo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir convié. Monsieur François Mboukoukassa, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous a entendu tout à l'heure sur Zena TV. Vous êtes donc le président du Front des militants congolais, FMK, et de la Fédération Union des Congolais de la diaspora. Merci d'avoir accepté. Vous êtes la RDC et là aussi vous avez une actualité qui est très chaude, c'est la toute récente en ce moment au niveau de la RDC. Oui, je vous remercie d'abord de nous inviter sur ces plateaux. Je viens sur ces plateaux pour dénoncer déjà les atrocités que vit notre peuple. Nous avons subi pas mal de choses dans notre pays, la RDC. Donc notre pays a subi des traumatismes jusqu'à aujourd'hui et nous n'avons pas de dirigeants capables de pouvoir donner encore de l'espoir à cette population maltraitée. Et nous sommes levés pour dire stop. Vous avez dit stop, monsieur Henri Benzonza, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'APACO, l'association des amis de Parfait Kolula. Merci d'avoir accepté, on vous a vu plus ou moins au pied levé. Donc vous êtes du Congo-Brazzaville, avec vous aussi, on va essayer de comprendre aujourd'hui Brazzaville qui est devenue une école pour les dictatures, puisque ce qu'on dénonce aujourd'hui à Libreville est parti, en grande partie de Brazzaville, puisque Brazzaville a donné l'exemple avec le changement de la constitution et les violences qui se sont suivies. Exactement. Je vous remercie de m'avoir invité ici. Voilà, les présentations sont faites. On a déjà eu une petite intro du côté de la RDC. Laurence, non, alors, nous sommes le week-end. C'était vendredi que la Cour constitutionnelle gabonaise a proclamé, monsieur Ali Bongo, président du Gabon, avec 50 et quelques % de voix. Aujourd'hui, la situation est quasiment bloquée. Est-ce que vous pouvez nous en faire l'état? La situation au Gabon, nous sommes dans une situation de hold-up électoral, comme ça a été malheureusement le cas plusieurs autres fois. Les résultats n'ont pas été proclamés vendredi. C'est pour dire que nous avons toujours une république. Nous avons à la tête du pays des personnes qui ne respectent pas la loi, pour ne pas dire nous avons un État voyou. Comme il s'inspire du Congo-Brazzaville, comme vous l'avez si bien dit, c'est au cœur de la nuit, à l'heure des cambriolages, que le verdict de la Cour constitutionnelle est tombé. Il devait tomber le 23, mais finalement il est tombé le 24, puisqu'il était dans les 1h du matin. Donc on était le 24, ce qui veut dire que Mme Marie-Madeleine Boronto et sa Cour constitutionnelle ont été anticonstitutionnelles parce qu'elles n'ont pas respecté le délai des 15 jours dans lequel le délibéré devait être rendu à partir du dépôt du contentieux. Donc, et ça augurait déjà tout ce qui allait se passer. Donc ils ont choisi 1h du matin, l'heure des cambriolages, l'heure où toute personne ne va regarder, ou très peu de personnes vont regarder, parce qu'évidemment, il fallait quelque part contenir les velléités de manifestation de la foule, parce qu'ils savaient très bien que ce qu'ils allaient annoncer n'était pas la justice, n'était pas le droit, n'était pas le résultat du vote des Gabonais. Donc, avant ça, nous savons tous qu'il y a eu des massacres après l'annonce des premiers résultats. Le 31 août, les Gabonais sont descendus dans la rue pour manifester pacifiquement. Ils ont été massacrés. Il y a eu des centaines de morts, des milliers d'arrestations, des milliers de blessés.
et il y a encore des centaines de portés disparus. Les arrestations se poursuivent, les arrestations arbitraires évidemment. On veut décapiter l'opposition, donc on arrête les leaders de l'opposition de façon arbitraire évidemment, sous des excuses, comment je peux dire ça, sur des faits qui sont sur des motifs fallacieux. Voilà, merci, sur des motifs fallacieux. Donc nous sommes là dans une mascarade, de contentieux électoral vidé par la Cour constitutionnelle, puisque Monsieur Vincent Hugeux de l'Express, qui est habitué au Gabon et qui d'ailleurs aujourd'hui est interdit de séjour à cause de ces articles sur le Gabon, a sorti un article dans l'Express le même vendredi matin, dans lequel il expliquait bien que la Cour constitutionnelle allait retirer des voix M. Jean-Ping, qu'ils allaient en rajouter à Ali Bongo pour qu'il atteigne les 50%, et c'est exactement ce qui s'est fait. Donc on est dans une situation où on vous vole, vous allez vous plaindre à la justice, et la justice estime qu'en réalité, c'est la personne qui vous a volé que vous devez dédommager, et donc elle doit vous déposséder de ce que vous avez pour le donner au voleur. Donc vous voyez bien que là, on n'est pas dans le droit, on n'est pas dans la justice, et des institutions qui fonctionnent comme ça, c'est une honte pour l'Afrique, et c'est nous faire entrer dans l'histoire à reculons, et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. François Mboukoukassa, alors la situation en RDC est plus ou moins différente. Vous, il n'y a pas de hold-up électoral. Vous êtes en situation préélectorale. Qu'est-ce qui explique que les violences commencent là maintenant, alors que l'élection devrait avoir lieu au mois de décembre prochain? Je vais revenir aux élections de 2011 déjà, parce que aux élections de 2011, M. Etienne Tshisekedi a gagné les élections, et M. Kabila a fait un hold-up des élections, et il a pris 5 ans de pouvoir sans rien faire. Aujourd'hui, nous pensons qu'il devait au moins préparer les élections d'après la Constitution, parce que le président qui est en place, il doit préparer les élections, et normalement, à partir du mois de septembre, normalement, la CENI devait au moins proclamer un calendrier pour les élections. Et nous constatons que monsieur a fait exprès, parce que c'est ce que Laurence disait, si je me permets, donc en Afrique, comme si c'est lui qui a raison à tort après. Et nous pensons que nous devons dire stop à tous ces systèmes. Nous sommes des jeunes, nous avons besoin que nos pays puissent évoluer. Et je pense qu'il y a la malhonnêteté intellectuelle dans toutes ces histoires, c'est-à-dire que les gens qui prétendent diriger les pays, c'est des gens vraiment des vrais bandits. Et je pense que nous avons vécu, nous tous, en Europe, nous sommes dans les systèmes. Mais comment, nous, en Europe, lorsqu'il y a un problème, lorsque vous avez un problème, la justice est là. Mais en Afrique, comme si la justice a des vitesses. Et tous ces présidents-là, ils sont en train de se consulter. On remarque qu'il y a la même chose au Gabon, la même chose au Congo-Brazzaville et la même chose en RDC. Et ce qui est pire, c'est que ces présidents sont en train de bombarder les QG de leurs opposants. Et ça, vraiment, c'est révoltant. On a vu la même chose à Kinshasa. À Kinshasa, ça s'est fait. Donc, nous pensons que nous devons mettre fin à toutes ces choses. Et nous dénonçons cette répression policière en RDC, et qu'il n'y a pas chez nous, le peuple est abandonné. Mais moi, ce que je vais interpeller ici, c'est la communauté internationale. Le Congo, depuis 1960, on n'a jamais préparé une classe politique. Et c'est ce que nous voulons maintenant faire, c'est de préparer une classe politique comme en Afrique du Sud. Après Mandela, il y avait une suite. Mais nous, chez nous, on n'a jamais eu un président élu, on n'a jamais eu des transferts de pouvoir. Et c'est ce que nous réclamons. Nous voulons une alternance vraiment apaisée, et une alternance apaisée pour qu'il y ait vraiment un président élu par les peuples, enfin qu'on aura un parlement qui pourrait rédiger les lois. Henri Bézoza, la situation du Congo-Brazzaville est toute différente, puisque au Congo, l'élection s'est tenue. Pour les opposants, il a triché, mais en même temps, il a échoué, mais il a gagné. Aujourd'hui, c'est lui qui règne sur le Congo, avec différents mots, notamment dans le coup aujourd'hui. Déjà, est-ce que vous vous dites aujourd'hui que ce qui se passe ailleurs, finalement, c'est Brazzaville qui a donné de l'art? Bien sûr, moi je pense que Brazzaville apparaît aujourd'hui comme le noyau dur du hold-up électoral, le laboratoire du hold-up électoral. Vous voyez bien qu'avec ce qui se passe au Gabon, il y a des similitudes au niveau de la Cour constitutionnelle ou bien du Conseil constitutionnel. Mais au niveau de la proclamation des résultats, chez nous, au Congo, les résultats ont été proclamés à 2h30 du matin. Au Gabon, c'est à 1h du matin. Donc, voilà, on fait de telle sorte que les gens dorment et puis vous programmez les résultats. Le Conseil constitutionnel, chez nous, le Conseil constitutionnel est totalement contrôlé par le pouvoir en place de M. Sassou Nguesso. Donc, même parfait que là, en déposant son recours,
il était dans la même disposition que Ping, qui savait qu'effectivement la réponse devait être favorable, mais comme il fallait épouser les voies de recours, et puis sous les conseils conseillés par la communauté internationale aussi. Par la communauté internationale aussi, malheureusement chez nous, parfois qu'on a été incompris quand ils avaient fait ce recours. Mais au Gabon, par exemple, la communauté internationale a insisté pour que M. Jean Ping puisse faire ce recours. Donc chez nous, au Congo, les résultats ont été proclamés le 4 avril 2016. Tout le monde sait que ces résultats ne reflètent pas le vote populaire. Alors on a bien compris, mesdames, messieurs, que finalement le problème de l'Afrique centrale, c'est peut-être aujourd'hui retrouvé dans ces différents pays que vous avez évoqués, les dominateurs communs. Qu'est-ce qui explique qu'on arrive dans ce coin de l'Afrique à avoir des réalités qui se reproduisent aussi facilement, alors que sur d'autres coins du continent, les choses se passent aisément sans pour autant qu'il y ait toujours des hommes et des femmes qui tombent sous les balles. Laurence, donc, quelle est votre analyse en fait aujourd'hui dans la perspective politique de la sous-région Afrique centrale? Pourquoi ça ne marche pas là, alors qu'ailleurs ça marche? Je pense que ce qui nous dessert quelque part en Afrique centrale, Gabon, Congo, les deux Congo Kinshasa, la Centrafrique aussi, la Centrafrique qui sort d'un processus où elle se remet un peu. Le Tchad, où le coup d'État électoral, le hold-up électoral a aussi été perpétré. Nos amis et frères du Cameroun, je pense qu'eux, ils ont abdiqué contre Paul Biya. Ils attendent peut-être que la mort se charge de les débarrasser de Paul Biya. Mais nous, la mort a emporté Omar Bongo Ndimba, on a récolté Ali qui est pire. Donc parfois, ça ne règle pas la question. Je pense que le problème de l'Afrique centrale, nous sommes victimes de notre immense richesse. Ces richesses ont longtemps été convoitées par l'Occident qui a tissé, parce qu'on a appelé la France-Afrique, un certain mode de fonctionnement qui est au détriment de nos populations. Maintenant, pour ne pas rendre, la France-Afrique n'est pas le seul responsable, parce que lorsque je suis allée en Côte d'Ivoire pour la première fois en 1992, j'ai été choquée de voir comment ce pays était développé avec le café et le cacao dans le même contexte de France-Afrique, alors que le Gabon ne l'était pas. Donc nous avons aussi là un problème avec nos dirigeants, ceux qui sont mis à la tête de nos pays, parce que M. Houphouët-Boigny, on le reconnaît tous aujourd'hui, même si on peut lui reprocher des choses, mais il avait porté la Côte d'Ivoire à un certain niveau de développement. La Côte d'Ivoire avait l'autosuffisance alimentaire, il y avait des infrastructures qui n'existaient pas, par exemple, au Gabon. Donc nous avons eu de piètres dirigeants qui ont confisqué le pouvoir, qui ont mis en place des systèmes qui font qu'aujourd'hui, on a eu du mal à s'en défaire. Et il faut donc une nouvelle génération de personnes une population qui doit être même rééduquée, parce que c'est justement l'une des choses dont je parle dans mon livre, c'est qu'on a embrigadé les populations à tel point qu'on a comme une sorte de syndrome de Stockholm, où on est ami avec son ravisseur. Ali Bongo a vili le peuple, mais pour ces meetings, les gens vont venir applaudir parce qu'on va leur donner un t-shirt et 5 000 francs. Donc les gens vont vendre leur carte d'électeur contre un congélateur parce qu'il y a un problème d'éducation qui n'a pas été fait à la base. Donc ce sont des systèmes installés depuis si longtemps qu'il faut, pour les déboulonner, beaucoup de travail. Parce que là, au Gabon, nous allons certainement obtenir l'alternance au pouvoir, mais pour obtenir la rupture, nous allons devoir faire un travail d'éducation des populations énorme pour pouvoir changer les mentalités à cause du système qui a prévalu depuis 50 ans. François Mboukou-Kassa, la RDC, c'est quasiment un pays continent, immense, toujours avec des richesses aussi très importantes, convoitées par ses voisins. On sait ce qui se passe dans le Nord Kivu. Pour vous, aujourd'hui, est-ce que les richesses constituent l'élément fondamental dans la situation politique actuelle de l'Afrique centrale, comme l'a dit Madame Dong? Je dirais oui. Nos richesses, surtout pour nous, rien que les minéraux, parce que la RDC, c'est un pays immensement riche. Mais la population est la population la plus pauvre. C'est le même schéma partout. Hein, voilà. Donc, en regardant un peu les Gabons, c'est vrai qu'il y a un petit plus par rapport à la RDC. Parce chacun tourne un peu chez l'autre. Par rapport à l'immensité des richesses, quand même. Nous, c'est encore plus parce que nous, déjà, bon,
celui qui est à la tête du pays, c'est pas un Congolais. Je ne vois pas comment il pourrait se soucier de sa propre... aussi la même chose. Parce que nous, c'est prouvé. Nous, c'est prouvé que cet homme est arrivé avec le bot des AFDEL. Donc, il est arrivé avec les bottes des jardiniers. Il était dans les sacs, dans la valise de l'armée rwandaise avec le dirigeant rwandais. Et nous avons même, je pense que vous pouvez vous souvenir qu'il y avait Kabarebe qui était les chefs d'état-major, qui est maintenant aujourd'hui ministre de défense au Rwanda. Donc tout ça, c'est vraiment des choses. Il faut faire un bilan. Je pense qu'avec le Rwanda, aujourd'hui, le Rwanda est passé comme si c'était un pays, un pays qui fournit des minéraux. Mais le Rwanda, il a que son sol. Et comme si ce pays est maudit, parce que la limite, quand vous voyez, ils sont en train de chercher avec les accords de l'Émirat qu'ils ont fait avec le fait Laurent Désiré Kabila père, donc qui est venu avec eux, et avec les accords de l'Émirat. Donc ils ont dit dispatcher la terre, une partie de 300 km en partant du Rwanda. Et nous sommes là comme le soldat du peuple. Nous avons réfléchi, parce qu'au départ, les Congolais faisaient que danser, ils partaient à l'église, et nous avons réfléchi. Moi-même étant pasteur, j'ai dit non, il ne faudrait pas que je continue à réfléchir dans cette façon-là, dans ce sens-là. Nous avons commencé à faire l'étude du peuple, comme disait Madame Laurence, conscientisation d'abord de la population, pour les faire, parce que tous ces régimes-là utilisent encore, comme nos artistes, comme vous savez, la musique laïroise, culturellement, c'est une musique qui est connue dans le monde, tout ça, mais surtout en Afrique et partout. Et ces régimes utilisent ces artistes pour pouvoir endormir la population. Ça, c'est première des choses. Deuxième des choses, nous avons constaté qu'ils ont aussi utilisé les pasteurs, les églises évangéliques. Et tout ça, c'est des choses que nous avons réfléchi à ça, et nous avons mis, nous sommes rassemblés avec des amis, nous avons fait des groupes de réflexion pour pouvoir comment nous allons faire pour arrêter ces tsunamis. Et ce que nous avons réussi à faire, d'abord, première des choses, nous avons ciblé. Parce que quand le musicien arrivait en Occident, en Europe, en France, je ne sais pas où, d'abord, la première chose, il déstabilisait les familles. C'est-à-dire qu'il faisait des choses vraiment, des choses abominables par rapport à nos enfants, tout ça ici, chercher comment faire pour des papiers, tout ça. Et nous avons commencé à bloquer d'abord la musique. Et c'est que nous avons réussi. Jusqu'à aujourd'hui, les musiciens congolais ne viennent plus jouer ici en France. Alors, mais c'est quand même, attendez s'il vous plaît, c'est quand même un alibi, parce que le musicien, qu'est-ce qu'il a à voir avec le fait qu'on refuse l'alternance aujourd'hui? Ceux qui refusent l'alternance, c'est ceux qui sont au pouvoir, et non pas les musiciens qui ne font que leur travail, dirait-on. Mais un musicien est là pour passer un message. Hein? Les artistes, ils sont là pour passer des messages, pour pouvoir donner des messages aux populations. Il y a des musiciens, ici en France, on voit des musiciens, ils ne sont pas là pour prendre vraiment clairement comme nous chez nous, par exemple. Hein, chez nous, c'est encore pire. Donc, nous voulons mettre de l'ordre dans la maison. Et il y a trop de désordre. Est-ce que cet ordre va favoriser l'alternance? Parce que c'est un peu la question qu'on se pose. Puisqu'on voit chez les autres, les choses se passent normalement, tandis que chez nous, ça se passe très mal. Que ce soit à Libreville, que ce soit à Kinshasa ou encore du côté de Brazzaville. On ne citerait pas du côté de Bangui ou encore de Douala. Ben, chez nous, déjà, il faut savoir que c'est différent parce que nous avons déjà une armée, nous sommes occupés. Alors, dans la diaspora, nous avons dénoncé ces choses depuis plusieurs années. Au départ, les régimes et la population de Kinshasa ou du Congo ne comprenaient pas notre message. Alors, de l'autre côté, déjà, on avait voulu déjà transmettre, pouvoir ramener le message chez eux. Donc, que la population puisse vraiment être informée de la réalité de ce qui se passe. Donc, chez nous, l'armée est infiltrée. Donc, d'abord, le pays est infiltré de la tête. Déjà, Kabila n'est pas congolais. Là, je le réaffirme. Kabila n'est pas congolais. Kabila est arrivé avec le bot et il est arrivé dans des valises de Rwandais. Le Rwanda, aujourd'hui, Kigali est construit avec le denier du Congo. Et Kigali est en train de détruire le Congo. On viole à l'est. À Beni, on viole, on tue, on massacre. Et en complicité avec Joseph Kabila, qui est le représentant de Kagame au Congo. Donc, pour nous, le Congo est occupé. Maintenant, ce que nous sommes en train de faire, nous, les fils du pays, nous, les Congolais, nous sommes mis debout, comme dit notre hymne national, debout Congolais. Et nous voulons prendre les choses et nous voulons qu'il y ait un changement, qu'il y ait vraiment ces changements pour que le peuple puisse se retrouver demain. Henri Blaise Zonza, Brazzaville, c'est quasiment le statu quo aujourd'hui, puisque Denis Sassou Nguesso, qui devrait partir, est toujours là, avec l'armée qui est en train de tout faire pour qu'il reste là. La situation dans le pôle s'empire.
Qu'est-ce qui explique aussi, parce qu'on a bien compris qu'il y a cette richesse, mais la richesse ne suffit pas. On vient de parler du peuple qu'il faut conscientiser. Est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais étaient eux-mêmes prêts, puisque, comme disait Laurence Ndong, les gens qui, le matin, crient sur Denis Sassou Nguesso, ben, le soir, ils vont chercher les 5000 et les t-shirts pour aller à son meeting. Mais finalement, le gars se dit toujours qu'il est toujours aimé, qu'il est toujours attendu. À ce moment-là, pourquoi vouloir de l'alternance? Je devais d'abord dire que c'est pas le problème de richesse, c'est pas ce qui fait qu'il puisse pas avoir une alternance dans notre pays. Je vous rappelle que le Venezuela, c'est un pays riche. Ils n'ont jamais accepté la domination américaine. Ils se sont opposés, alors que on veut leur faire du chantage. Donc c'est beaucoup plus le mauvais comportement, sinon la mauvaise volonté de nos dirigeants politiques à la tête du pays, qui ne veulent pas favoriser l'alternance politique dans ce pays-là. Chez nous, au Congo, comme vous le savez, ça fait plus de 32 ans qu'il était là. Il s'est imposé en changeant la constitution du 20 mars 2002, constitution qu'il avait lui-même écrit, fait adopter. Il a changé pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la victoire du peuple a été volée par M. Sassou, qui est en train de s'imposer avec une armée qui a fait ce qu'elle a fait avec des tueries et tout et consorts. Il y a des prisonniers politiques actuellement, comme le général Mokoko qui est en prison, Poulet Makaya, sans citer tant d'autres. Bien entendu, peut-être. Monsieur du Congo, voilà. Donc, il y a beaucoup de prisonniers politiques. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour nous, nous disons que par rapport à ce qui s'est passé dans deux pays, il y a la nécessité d'aller vers un dialogue inclusif sous l'égide de la communauté internationale. Parce que le pays en crise, ce n'est que... Alors, est-ce que le dialogue signifie alternance? Parce que moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est de voir les résistances qu'on constate sur le terrain, notamment dans les pays que nous avons cités, quasiment toute l'Afrique centrale. Il n'y a pas eu d'alternance depuis quasiment, je dirais, au moins 30 ans. Il n'y a pas eu d'alternance dans ces pays-là, sauf à Bangui, où ça s'est passé avec les armes, et on connaît ce que ça a coûté aujourd'hui. Alors... Oui, c'est vrai, c'est que chez nous, le problème de l'alternance, c'est un problème qui nous prend à cœur. Mais le problème, c'est qu'actuellement, il faut prendre la réalité que nous avons en face, c'est que M. Sassou Nguesso s'est imposé. Et nous sommes une famille. Ali Ben Bongo s'est imposé. Kabila s'est imposé. Alors, monsieur et madame, dites-moi, on fait quoi dans tout ça? Mais justement, il y a ce faux schéma sur lequel Ali Bongo est en train de se calquer, en fait. Le schéma de Brazzaville. Le schéma de Brazzaville, le schéma... Bon, c'est le schéma qu'on avait aussi vu en 93. Donc, lorsque M. Paul Mbabé Solo est élu président de la République, Omar Bongo Ondimba a fait son coup d'état électoral. Il y a M. Mbabé Solo fait un gouvernement parallèle, etc. Ça se termine à Paris, les accords de Paris. Et puis après les accords de Paris, on rentre et puis la vie continue. Entre-temps, il y a eu des morts. Entre-temps, il y a eu des morts, etc. Donc, au Congo, c'était la même chose. Sassou Nguesso, aujourd'hui, il a bombardé dans le pool. On sait qu'il a commis un hold-up électoral. Et là, paf, on appelle tout le monde au dialogue. On vient s'asseoir et puis... on discute et puis après va sortir de là un gouvernement d'union nationale et puis partage du pouvoir, on continue. Et Ali Bongo veut suivre le même schéma au Gabon. Mais sauf qu'au Gabon, ça ne passera pas. Parce qu'il n'y aura pas de dialogue. On ne peut pas s'asseoir avec un terroriste. Il dit que c'est lui qui a remporté l'élection présidentielle, qu'il dirige avec les siens. Quand on a remporté une élection, on a un parti politique, on a des cadres dans son parti, on dirige. Pourquoi appeler au dialogue? Ils appellent au dialogue parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas remporté l'élection présidentielle et qu'en réalité, ils n'ont aucune légitimité et ils veulent obtenir cette légitimité de ceux qu'ils ont floués. Et c'est là que les Gabonais vont innover en disant non. Nous n'allons pas dialoguer et nous allons, s'il le faut, bloquer le pays, mais il est temps que le verdict des urnes soit respecté. Celui qui a perdu l'élection s'en va. Ce n'est pas lui qui vient soi-disant tendre la main et fixer en plus les conditions du dialogue. Il devient le maître du jeu alors qu'en réalité c'est un perdant. Ce n'est plus possible d'accepter ça. Et donc, s'ils veulent continuer à diriger, il aurait fallu, certaines peut-être, je ne veux pas donner de leçons, mais que l'opposition congolaise dise non à Sassou. À un moment donné, qu'on dise non. Il a triché, il a tué des gens. Personne ne s'assoit avec lui. Ce qui est intéressant, c'est que déjà dans la terminologie, les concepts sont les mêmes. On a parlé tout à l'heure de tricherie, partout on triche. On parle du dialogue en RDC aussi. Vous sortez de dialogue, il va se parler. Juste pour bondir sur ce qu'elle vient de dire. C'est-à-dire nous sommes
passer du constat, parce que nous, ça soit à tricher l'élection présidentielle. Mais nous ne sommes plus dans la même phase que les Gabonais. Parce que dans les Gabonais, là, ils sont encore dans le processus de contestation. Oui, mais la différence avec nous, nous avons contesté, oui. Nous avons vu ce que ça produit, nous avons fait le constat, et là, nous proposons des pistes de sortie de la crise. Donc c'est différent avec les Gabonais qui sont encore dans la fièvre électorale. Sauf que dans la... Excusez-moi, sauf que dans ce que vous proposez, Sassou reste président. Oui. C'est-à-dire que dans ce que vous êtes en train de négocier avec lui, Sassou va rester président. Non. Je veux dire, nous proposons un dialogue national inclusif sous l'autorité de la communauté internationale. C'est-à-dire inclusif, c'est dire que tous les sujets seront mis sur la table de négociation. Quand on dit tous les sujets, non, quand on dit tous les sujets, donc il n'y a pas d'ordre du jour préétabli. Lorsque disons tous les sujets, alors un dialogue national inclusif sous les yeux de la communauté internationale. C'est un dialogue où il y aura les observateurs internationaux. Il va se poser un problème du résultat, par exemple, du 20 mars. Ce qui est quand même bien, c'est que les mêmes réalités ne donnent pas les mêmes effets. Voilà, souvent, on dit même cause, mêmes effets. Or là, on a les mêmes causes, mais on n'a pas les mêmes effets. Selon les effets, quand on parle, pardon, je vous donne la parole, quand on parle du dialogue, la différence avec le Congo, c'est qu'au Congo, c'est l'opposition aujourd'hui qui demande le dialogue, et Sassou n'en veut pas. Tandis qu'au Gabon, c'est Ali Bongo qui demande le dialogue, et l'opposition n'en veut pas. Ça s'est inversé, parce que, excusez-moi, lorsque Ali Bongo triche en 2009, pendant 7 ans, l'opposition et la société civile ont demandé un dialogue national inclusif. Ali Bongo l'a refusé. Il a refusé le dialogue pendant 7 ans. Maintenant, en juillet dernier, il rassemble les 2 chambres du Parlement en congrès pour faire son autocongratulation et dire comment son bilan est élogieux, quoique catastrophique et calamiteux. Et là, il annonce qu'il y aura un dialogue en septembre. Donc, M. Ali Bongo était déjà en train de nous annoncer qu'en septembre, il sera président. En dépit du fait qu'il y avait une élection présidentielle. Donc, on voit bien qu'il est en train de dérouler un plan qui rentre dans sa stratégie de conservation du pouvoir. Oui. Et le dialogue qu'il appelle aujourd'hui n'a absolument aucune raison d'être parce que d'un côté, il appelle au dialogue, mais dans le même temps, il massacre et tue ceux avec lesquels il est censé dialoguer. François Mbokassa, sur cette question de dialogue, en RDC aussi, on parle de dialogue aujourd'hui. On les voit. Aujourd'hui, les dialogues n'ont rien porté parce que Kabila, il peut dire oui les matins, l'après-midi, il dira non. Le problème, c'est que ces dialogues-là, c'est ce que je vois un peu avec Congo-Brazzaville, c'est que moi, je pense que aussi, c'est le double jeu de la communauté internationale, parce que la communauté internationale, il va te pousser, il va te dire, va faire ceci, mais après, derrière, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que nous avons, au départ, lui, Kabila voulait un dialogue avec la concertation en 2014, je crois, ou 2013, et ça passait en... Ça n'a pas fonctionné. Donc, aujourd'hui, nous avons encore remarqué que l'opposition a cherché à dialoguer avec une partie de l'opposition, je peux bien dire, parce que la résistance a refusé les dialogues avec Kabila. Vu les conditions que Kabila traite notre peuple, nous pensons que Kabila est arrivé par des armes. Il ne veut pas partir en douceur. Kabila n'est pas un démocrate. Nous l'avons dit à l'opposition, qui est les rassemblements, nous l'avons dénoncé dès le départ. À l'époque, on était en train de parler souvent avec quelques personnalités de l'IDPS, qui est le grand parti du président Etienne Tshisekedi, et nous avons refusé ce dialogue. Pourquoi ? Parce que nous pensons qu'il faut que d'abord on puisse respecter la Constitution. La Constitution nous dit que tu as droit à un mandat renouvelable une fois. C'est-à-dire que la réalité, c'est que Kabila devait au moins le 19 décembre 2016, son mandat prend fin. Et nous sommes restés là. Et notre socle, c'est la Constitution. Et cette Constitution qui a été paraphée par lui-même en 2006. Donc nous pensons que cette fois-ci, il faut que nous avons réussi à ramener, pas réussi, mais nous avons essayé de pousser la communauté internationale pour qu'ils viennent. Mais je ne suis pas... je suis un peu en porte-à-faux avec mon collègue en face. Pourquoi ? Parce que les dialogues, nous avons compris que l'opposition qui avait démarré le dialogue a refusé le dialogue après, parce qu'il n'y avait pas le respect des règles. Donc Kabila ne respecte rien pour nous. En tout cas, les dialogues, si ça va arriver, je pense que ça sera une autre façon, mais pas de cette façon-là. Voilà. Alors, ce qui est quand même surprenant, en fait, si vous me permettez, c'est qu'on voit finalement quasiment les mêmes tournures, c'est-à-dire qu'on veut le dialogue au début, après on ne veut pas à la fin, et ce qui se passe en réalité, c'est que le statu quo reste.
Aujourd'hui, la situation du Congo-Brazzaville est quasiment dans le statu quo, ça se continue à faire son travail normalement. On voit aussi que la réalité au niveau des populations, il n'y a rien qui a bougé. Maintenant, ce que je voudrais bien comprendre aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez, vous, en tant qu'acteur au sein de l'Afrique centrale, comme élément qui permettent qu'on puisse avancer? Est-ce que le départ des uns des autres, Ali va partir, Ali va tomber, Kabila dégage, Sassou bâton. Après, on fait quoi concrètement? Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme projet? Parce que vous avez dit tout à l'heure, Laurence, non, qu'une fois qu'ils sont partis, ces gens-là, mais le système qu'ils ont imposé reste toujours là. Il reste présent et pesant sur la vie du pays. Qu'est-ce que vous avez, vous, aujourd'hui? Parce qu'on sait que quand un pays réussira, les autres peut-être prendront de la graine. Qu'est-ce que vous avez comme élément au niveau de l'Afrique centrale pour que ces réalités disparaissent, peut-être pas à tout jamais, mais qu'elles soient atténuées dans les différents pays tels qu'on les voit s'exprimer aujourd'hui, Laurence Dong? Nous avons l'avantage au Gabon, et on l'a souvent dit, oui, M. Ping était dans le système, Oyemba était dans le système, mais nous avons l'avantage d'avoir des personnes justement qui ont été dans le système et qui le connaissent bien. Moi, j'ai passé très peu de temps dans le système, puisque j'ai travaillé 3 ans au Parti démocratique gabonais, et ce que j'y ai vu, je l'ai mis dans ce livre. Donc j'ai fait une analyse de ce que j'ai vu, des pratiques, des mentalités et de comment on pourrait les faire évoluer. Donc aujourd'hui, nous avons une réflexion qui est là et que nous sommes capables de mettre en œuvre. La seule chose qui nous a manqué jusqu'à présent pour développer nos pays, c'est la volonté politique. Quand vous prenez l'exemple du Burkina avec Thomas Sankara, en 4 ans, il a trouvé un pays qui était déficitaire sur le plan économique. Lorsque Thomas Sankara est tué, le budget du Burkina est excédentaire, l'exercice budgétaire est excédentaire. Donc en 4 ans, il a réussi à redresser l'économie d'un pays qui n'avait aucune ressource et qui vivait de l'aide internationale. Donc avec la volonté politique, au Gabon aujourd'hui, il y a des experts en différents domaines, il y a des compétences, il y a des intelligences, il suffirait de les mettre en œuvre. Il y a des programmes. Monsieur Ping n'est pas candidat, n'a pas été élu sur la base du vide, il a quand même été élu sur la base d'un projet de société. Le Gabon à l'abri du besoin, le Gabon à l'abri de la peur. Dans ce projet de société, il y a un volet économique dans lequel on explique comment nous allons redresser l'économie du pays. On explique comment on va prendre en main l'éducation des populations et les autres secteurs clés du développement. Donc nous ne partons pas de rien. Nous partons d'une volonté et nous partons avec des programmes. Ce qui est la différence avec ceux qui nous ont précédés, c'est que Ali Bongo Ondimba, par exemple, est venu avec un super projet de société, l'avenir en confiance, qu'ils ont traduit dans le plan stratégique Gabon émergent, mais ce plan stratégique Gabon émergent n'a jamais été mis en œuvre. Et pourtant, c'est un plan qui est super. Moi, je le connais presque par cœur, le PSGE, le plan stratégique Gabon émergent. Mais il n'a pas été mis en œuvre. Pourquoi ? Parce que la volonté politique a manqué, parce qu'on a privilégié une fois de plus les détournements de fonds publics, on a privilégié le clientélisme, le népotisme, la démagogie. C'est ça notre problème aujourd'hui, la malgouvernance. Donc si on a des gouvernants qui sont aguerris et qui veulent véritablement le bien de leur pays, nous allons y arriver. Mais c'est pour cela qu'il est indispensable que nous changeons de dirigeants. Mais comment disséminer en fait ce grain au niveau de l'Afrique centrale? Nous sommes dans un coin de l'Afrique où les forêts sont luxuriantes. Comment est-ce que la volonté qui est la vôtre aujourd'hui, d'après ce que vous dites, arrivera à s'aimer évidemment dans d'autres pays? Parce que quand on voit les réalités de violence sont les mêmes, mais les réalités en termes de réussite, mais on ne les partage pas. On les partagera. Vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est médiatisé. Nous sommes dans un monde qui est médiatisé. Regardez, la preuve, c'est que nous sommes déjà autour de cette table de différents pays. On est déjà en train d'échanger. Donc, si on ne peut pas traverser la forêt, de part et d'autre, il y a WhatsApp. Peut-être par rapport du boa, des choses comme ça. De part et d'autre, il y a WhatsApp, il y a Facebook, il y a un monde qui se rejoint. Lorsqu'au Congo-Brazzaville, M. Sassou Nguesso a coupé les télécoms, les téléphones, etc., comment nous on a fait pour avoir par exemple les procès-verbaux de Brazzaville? Parce que les activistes avaient pris des puces au Congo-Kinshasa. Oui. Et donc par le roaming, ils avaient le téléphone et Internet à Brazzaville. Donc on a des moyens de communiquer. Nous avons simplement eu le malheur d'avoir de piètres dirigeants, des personnes foncièrement mauvaises qui sont des accidents dans l'histoire de nos pays, et il est temps qu'on les change. Je suis à peu près convaincu, pas à peu près, je suis tout à fait convaincu que changer de dirigeant résout déjà plus de 80% du problème.
partagez cet avis, changer les dirigeants, ça suffirait. Si Kabila partait ça demain... ne suffit pas, mais c'est une bonne partie. Si Kabila partait demain, c'est sûr que le Congo béni sera libéré, Kivu aussi, tout ira en paix. C'est pas seulement la personne de Kabila, mais c'est le système. C'est-à-dire que pour nous, en RDC, il y avait déjà les Mobutistes qui ont rejoint Kabila, qui ont eu du mal à vivre en exil, donc qui sont revenus au pays faire les lits de Kabila. Kabila, tu peux dormir là, nous on est là pour te soutenir. Alors, je pense qu'il faut d'abord une rupture. Pour nous, chez nous, c'est pire parce que depuis 60, on n'a jamais eu une alternance politique apaisée. Au Congo-Brazzaville, ça est venu aussi au nom de la rupture. Voilà, bon. Il est revenu. Et je pense que... Ali Bongo aussi voulait changer les choses. Donc cette rupture, chez nous, vraiment, on en a besoin. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà donner un élan au pays. Le pays, c'est un grand pays au cœur de l'Afrique qui peut aussi faire vivre d'autres pays qui sont autour de nous. Mais ce que je déplore un peu ici, c'est vrai que c'est quelque chose que nous avons remarqué. Tous ces chefs d'État qui sont en Afrique, même si on massacre un peuple, il n'y a pas un chef d'État qui peut peut-être prendre quand même l'envergure de dénoncer ces choses-là. Il y a Sassou qui propose ces médiations, que ce soit à Libreville, que ce soit à Bangui ou encore à Kinshasa. Mais Sassou lui-même, il a un problème déjà chez lui. Il faut qu'il arrive à régler déjà ces problèmes-là, parce que c'est vrai que la façon qu'ils ont bombardé à Oyo, je pense, hein, donc non, dans le pôle, pardon, oui. Et tout ça, et nous remarquons quand même que c'est comme si c'est un système qui veut s'épanouir en Afrique centrale. Kabila a bombardé le QG de l'UDPS et d'autres partis. Et voilà, Bongo a bombardé chez M. Ping. Je pense que ça, c'est choquant. Mais comment est-ce que vous, les acteurs, aujourd'hui qui êtes en première ligne, mettez en place des outils, des synergies? Nous, de notre côté, nous avons mis les ripostes des combattants. Nous avons mis des combattants, tout le monde maintenant est combattant, c'est-à-dire que les Congolais sont décidés de pouvoir vraiment libérer leur pays. Les Congolais sont prêts à pouvoir verser leur sang pour le Congo. Donc, au départ, c'était un peuple qui n'était pas éveillé, qui était vraiment dans la musique, dans tout ça. Mais nous avons réussi déjà à passer les messages. Hein. L'éveil patriotique est accepté en RDC. Pour nous, nous sommes là pour dire à la population de pouvoir continuer. Parce qu'en 2015, les 19, je rappelle ici, les 19, les 20, les 21 janvier 2015, le peuple est sorti pour dire non par rapport à la modification de la Constitution. Et ils ont réussi à bloquer Kabila. Et maintenant, deuxième étape, nous avons le 19 septembre, normalement la CNIDV, du moins, proclamé le calendrier électoral. La chose qui n'est pas bon, la CENI, c'est la même chose qui se passe en Afrique, c'est-à-dire que tout ce monde-là, des CENI, tout ça, c'est la Cour conscience, c'est au bot du président qui dirige. Alors nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons utiliser l'article 64 qui nous donne le pouvoir, nous le peuple, de pouvoir dire non à ces groupes de personnes ou des individus qui veulent prendre le pouvoir par la force. Ça, c'est la Constitution qui nous donne cette opportunité. Alors nous partons comme ça avec Kabila jusqu'au bout. Kabila, il a été soutenu, on peut le dire aujourd'hui que Kabila commence à être vomi, mais nous garantissons aussi la communauté internationale de leur dire que, mais attendez, c'est vrai que ces régimes ne respectent rien du tout. Vous, la communauté internationale, vous êtes en train de soutenir cette personne, mais le peuple est contre vous parce que le peuple dit que c'est vous qui soutenez cette personne, mais en même moment que lui, il est président, il devait au moins s'occuper de son peuple. Oui. Voilà, donc, alors, une fois qu'on a dit ça, on voit quand même que la réalité est têtue. Je reviens sur la réalité, c'est que sur le terrain, c'est quasiment autre chose. Du côté de Brazzaville, la communauté internationale Blaise Nzonza s'est levée, a condamné, a dit tout ce qu'on pouvait dire, et pourtant, Sassou reste toujours là. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque on voit quand même dans cette partie de l'Afrique des choses qui se font, est-ce que vous, du côté de la PACO, ou encore aujourd'hui en tant qu'acteur, puisque vous êtes ici 3 acteurs de pays différents, vous voyez aussi des pistes pour faire en sorte que les réalités puissent changer, quel que soit le pays, quand on est dans une phase d'alternance telle que les démocraties le proposent? Déjà ici, monsieur Sir, au niveau de la diaspora, il y a une montée très positive de panafricanisme au niveau de la place de Paris. Mais on a vu il y a eu des marques. Donc, il y a une conscience collective de la diaspora. Donc c'est toujours la diaspora finalement. La diaspora, voilà. Je crois que la solution pourra partir d'ici aussi. Parce qu'au niveau de l'Afrique, il y a des ramifications telles que, vous savez que M. Sassou, par exemple, a soutenu Jumping. Donc, pour nous, les Congolais qui sommes démocrates, ça nous a posé un véritable problème.
entre Bongo qui est là, entre la dynastie de Bongo qui est là depuis des années. D'après les rumeurs, ce qu'on a appris. Bon, mais nous sommes à la télé. On parle de faits et pas de rumeurs. Oui, non, il y aurait moi, je suis porte-parole de M. Jean-Pierre. Il y aurait des ramifications familiales entre, je crois, Kiki et puis le fils à Ping qui serait de Boko. Oui, il y a des ramifications familiales. Donc, au niveau des Congolais, on s'est dit, est-ce qu'on soutient M. Ping qui aurait des ramifications familiales avec la famille Sassou, ou bien c'est M. Bongo avec la famille Bongo, mais ça n'empêche pas que les Gabonais ont fait de lui leur candidat pour l'alternance. Ou bien Bongo qui serait en rupture avec Sassou. Donc nous, par exemple, ça nous a posé un véritable problème on s'est dit, mais qui se tonique dans ce cas-là? Donc il y a ces ramifications au niveau de l'Afrique, mais aussi au niveau de la diaspora, effectivement, il y a un travail qui est en train de se faire avec... par exemple, M. Saliou Diallo, qui est le panafricaniste le plus connu, on fait des manifestations, on fait des sittings. Il y a eu une marche de la diaspora gabonaise. Les Congolais étaient nombreux, ceux de la RDC étaient là. Donc je crois qu'il y a cette unité-là qui est en train de se faire pour pousser la diplomatie française vers ce qu'on peut qualifier d'une rupture, pour qu'elle cesse de soutenir les dictatures en Afrique. Alors très souvent, on l'a évoqué, on va avancer, on arrive quasiment à la fin, très souvent, quand on parle d'alternance en Afrique, on évoque toujours la France. Qu'on le veuille ou non, vous avez parlé de France-Afrique, de France-Langue, on a évoqué toujours la main du colon qui est là, et finalement, on se dit, si les choses doivent venir d'ici, comment est-ce que et pourquoi déjà les communautés, notamment africaines, Afrique centrale, ici en France, ne s'organiserait pas pour peser sur la politique française? Est-ce que là aussi, ça peut être une piste pour favoriser, notamment, nous avons vu les Gabonais qui ont perturbé les meetings de M. Sarkozy, qui ont quasiment fait la une de tous les... On a retenu que ça en fait de ce meeting, Bongo va chercher Ali. Donc finalement, est-ce que l'organisation des partis de diaspora ici, en pesant sur la politique locale française, permettrait aussi de pouvoir faire réfléchir les autorités françaises qui soutiennent les dictatures en Afrique centrale? Il faudrait que nous arrivions à peser, pas seulement sur le plan politique, mais même sur le plan économique. Si on prend l'exemple de la diaspora juive, d'ailleurs, c'est les seuls auxquels le terme diaspora convient vraiment, parce que nous ne sommes pas une diaspora, parce que diaspora, ça veut dire qu'on a été dispersés contre notre gré. Seuls les Juifs l'ont été. Nous sommes des Gabonais de l'étranger ou des Congolais de l'étranger, partis volontairement pour des études. Donc, quand on considère la diaspora juive, on se rend bien compte au niveau des États-Unis que le poids de la diaspora juive dans l'économie américaine fait qu'on a quelqu'un comme Sheldon Hamilton, il donne des milliards de dollars à chaque fois au candidat qui va passer à la Maison-Blanche pour s'assurer que sa politique vis-à-vis d'Israël restera toujours la même. Donc nous ici, nous n'avons pas ce poids qui nous permet de peser sur les politiques, mais nous pouvons quand même faire une chose. Moi, je suis allée dans les meetings, certains meetings des candidats à la primaire républicaine, parce que je suis membre fondateur des Républicains, donc il faut qu'on s'implique dans la politique. Et je leur ai fait comprendre qu'en France, vous n'avez pas de statistiques ethniques. Donc vous ne savez pas combien de Français issus de la diversité il y a. Mais souvenez-vous de l'élection de M. François Hollande, le soir, quels sont les drapeaux qu'on voyait à la Bastille? Il y avait beaucoup de drapeaux africains. Donc le vote des Français issus de l'Afrique dépendra de votre politique africaine. Et c'est ce que nous devons leur dire. Que nous qui sommes ici, nous sommes à la fois français, d'origine d'un pays d'Afrique, mais nous ne pouvons pas soutenir un candidat qui a une politique africaine défavorable aux Africains. Beaucoup d'Africains ont levé le pied à l'UMP, à l'époque, est devenu les Républicains à cause de la politique africaine de Sarkozy. Son discours de Dakar en a découragé plus d'un. Il a décidé d'épouser les thèses de l'extrême droite. Ça en a découragé d'autres. Et aujourd'hui, ce qu'il a fait en Libye, les Africains le gardent aussi au travers de la gorge. Après avoir déroulé le tapis rouge à Muammar Kadhafi, on aurait pu reprocher des choses à Kadhafi, mais on se rend compte aujourd'hui que la manière dont les choses ont été gérées en Libye n'a fait que déstabiliser la Libye plus que cela ne lui a fait du bien. Donc il est important
que les Français d'origine africaine s'impliquent en effet dans les partis politiques, qu'on leur montre qu'on a un poids. Parce qu'ici, c'est une démocratie. L'élection se gagne au nombre de voix. Donc si nous montrons que nous sommes une population électorale assez nombreuse qui peut faire basculer un vote, je vous assure, ils réfléchiront à 2 fois. Ils ne répondront pas comme M. Sarkozy a répondu aux étudiants gabonais en leur disant « Ici, c'est la France, on parle de la France, si vous voulez parler du Gabon, retournez là-bas ». Ce sont des propos extrêmement condescendants, méprisants et indignes de quelqu'un aujourd'hui qui veut être président. Et nous allons faire campagne pendant cette primaire pour que Nicolas Sarkozy ne soit pas le candidat des Républicains. De toute façon, c'est déjà un échoué. Il a déjà perdu une présidentielle. Il a dit qu'il se retirait de la politique. Si c'était un homme de parole, il ne serait pas revenu. Il fait comme les Africains, finalement. Nicolas Sarkozy, j'ai comme l'impression que s'il avait pu faire de la France une dictature, il aurait fait comme beaucoup en Afrique. Mais bref, on ne parle pas que de Nicolas Sarkozy, mais il est important quand même que les Africains apprennent à vraiment s'implanter en France pour avoir un poids sur le plan politique, sur le plan économique, et c'est comme ça aussi que nous allons peser sur les choix politiques de la France et pas simplement en manifestant dans les rues. François Bokassa, sur cet aspect lié à la place de la diaspora, on a bien compris qu'aujourd'hui les choses se font en France. Bon, en RDC, c'est vrai que la Belgique a aussi un poids très important. Les diasporas doivent se mobiliser et avancer dans ce sens-là et peser sans doute sur les politiques locales parce que aujourd'hui, les gens qui ont leurs intérêts là-bas les garderont toujours. Entre-temps, le peuple continuera toujours à souffrir. Bien sûr, le problème c'est qu'il faudrait que ceux qui ont la double nationalité puissent, c'est vrai, peser dans tout ce qui est organisation politique dans des pays qui nous ont réussi. Donc je conseillerais à nos frères de pouvoir vraiment essayer d'avancer dans ce sens-là. Mais bon, c'est vrai que les gens ont besoin de rentrer chez eux quand même. Hein. Donc si de l'autre côté tout se passait au mieux, je pense que les gens ne pourront pas rester dans toutes ces galères. Donc nous pensons qu'il faudrait aussi que les Occidentaux puissent écouter nos messages. Nous avons milité. Regardez, il y a partout, il y a des journaux, il y a tout ça. Donc on a fait, nous, depuis des années, hein, moi ça fait pratiquement 5 ans que je suis en train de donner à fond. Je laisse mes enfants 2-3 jours. C'est trop dur. Mais à un moment, nos pays, nos peuples aussi ont leurs droits. Il faut qu'ils soient respectés. Et il faudrait que la France puisse aujourd'hui élever sa voix parce que la France a joué aussi pas que des rôles qui sont positifs. Il a joué des rôles. Maintenant, il faut peut-être donner la main à cette nouvelle génération qui veut que les choses changent. Et nous sommes prêts pour pouvoir gérer nos pays. Et parce que nous sommes ici, nous vivons avec les Français. Nous voyons comment ils sont organisés chez eux. Pourquoi pas donner la chance à l'Afrique de pouvoir aussi évoluer. Et voilà notre souhait, c'est de pouvoir continuer. Pour nous, en RDC, nous sommes en contact avec beaucoup de frères du combat. C'est-à-dire que nous travaillons toujours, nous continuons à aller dans des chancelleries. Et c'est vrai que la Belgique, c'est notre ancienne colonie. Moi, personnellement, j'ai des contacts avec les autorités belges. Souvent, on est en train d'être ici souvent chez eux pour continuer, bien que nous savons aussi qu'ils ont leurs intérêts, mais nous continuons à dire des choses, à dénoncer ce qui se passe chez nous. Parce que Kabila, pour nous, il doit partir. Moi, j'appelle ici sur ces plateaux, et je remercie la télé Ziana de pouvoir nous inviter et de pouvoir nous donner l'occasion de pouvoir encore parler encore. C'est ce que nous allons continuer à faire, c'est de pouvoir dire au peuple qui s'est élevé, ce peuple qui s'est élevé le 19 septembre, le 20 septembre, il va continuer à pouvoir avancer. Et moi, je porte mon soutien au rassemblement du Kinshasa, les opposants qui sont à Kinshasa, en particulier Martin Fayulu qui a été, vous avez vu, qui a été vraiment déformé des visages. Donc c'est quand même grave la violence, et nous dénonçons cette violence et nous demandons le départ du Kabila. Il ne faut pas que les peuples baissent les bras. Moi, j'appelle le peuple à s'élever encore et à mettre en pratique l'article 64 qui nous donne l'autorisation de bloquer et de barrer la route à ces régimes sanguinaires qui tuent, qui violent et qui massacrent notre peuple. En Blaise Zonza, on arrive quasiment à la fin. Moi, je voulais juste dire que notre pays connaît une crise politique et militaire, surtout avec ce qui se passe dans le département du Pôle. L'unité nationale et la cohésion sont brisées.
par la volonté manifeste des tenants du pouvoir. On peut dire la même chose, voilà. On peut dire c'est quasiment ça. Finalement, pourquoi pas former un seul pays, comme ça on a les mêmes problèmes, voilà, donc on semble chercher les mêmes solutions. Pour moi, le message que je voulais lancer un message aux autorités du pays, oui, pour qu'ils comprennent qu'il y a une nécessité que nous allons vers un dialogue inclusif sous l'égide de la communauté internationale. Parce que nous sortons d'une crise, tout le monde sait que le 20 mars 2002, la volonté populaire qui s'est manifestée dans les mesures n'a pas été respectée. Donc il faut que nous allions vers un dialogue pour voir le problème des prisonniers politiques qu'on devrait normalement libérer, pour voir le problème de la commission électorale indépendante, parce que la répartition qui avait été faite avant n'était pas équitable. Donc pour voir toutes ces choses-là, pour que les futures élections soient organisées dans des conditions libres et transparentes et que les résultats ne soient pas contestés. Je vois que c'est l'une des conditions qu'on peut poser à ce dialogue-là. Le dialogue doit se tenir et j'espère que le président Sassou, M. Sassou Nguesso, entendra cet appel pour que nous puissions aller vers ce dialogue. M. Sassou, il est vieux, peut-être sourd, en ce moment il n'entend plus grand-chose, sinon je crois qu'il doit encore le pays avancerait normalement. Alors, madame, messieurs, on arrive à la fin. J'aimerais juste vous poser une question, on va trouver sans doute plus drôle. Je vais repartir sur des termes, donc dialogue, prison, mort. Finalement, vous avez tant de choses en commun. Pourquoi pas penser finalement des solutions communes par rapport aux situations que vous vivez les uns les autres dans vos pays respectifs? Laurence Ndongo. Les solutions auront du mal à être communes. Enfin, certaines solutions pourraient être communes parce qu'il faut savoir que dans ce genre de problème, il n'y a pas une solution. Ce sont des problèmes qui ont plusieurs causes et donc les solutions vont être aussi envisagées. Le problème doit être envisagé de manière systémique, de manière holistique, de façon à voir toutes les différentes implications. Ce sont quand même des pays qui sont différents, qui ont des réalités de terrain différentes, qui ont des populations différentes. La RDC, c'est tout un continent. Le Gabon, c'est un peu plus petit. Le Congo est moyen, donc c'est grand, moyen, petit, en superficie, en termes de population. Sassou Nguesso, c'est 32 ans de pouvoir, donc c'est quand même certaines réalités. Le Congo, Kinshasa, Kabila est là depuis un moment, mais nous avons les implications avec le Rwanda, qui complique la situation. Ce que nous n'avons pas, par exemple, au Gabon. Oui. Nous avons un Ali Bongo qui est là que depuis 7 ans, même si son père a régné 42 ans, donc il n'a pas les mêmes attaches qu'un Sassou qui serait là depuis 32 ans. Donc il y a quand même ces nuances-là dont il faut tenir compte et qu'il ne faudrait pas forcément globaliser. Voilà, il ne faudrait pas globaliser. Il y a des ressemblances, il y a des similitudes, mais il y a aussi des différences qui vont faire que le cas de chaque pays devient aussi spécifique, même s'il y a des ressemblances. Donc on ne peut pas toujours tout généraliser et trouver des solutions globales aux 3 pays, ça va être compliqué. Moi, je proposerais d'abord de dialoguer avec nos voisins. Parce que l'histoire de la RDC, c'est aussi nos voisins. À l'Est, souvent, à l'Ouest, on n'a pas trop de soucis. L'Angola, le Congo-Brazza, il n'y a pas trop de soucis. Mais c'est à l'Est où il n'y a que des soucis. Donc il n'y a que ce peuple-là qui est toujours là en train de maltraiter notre population. Et nous proposons aussi que lorsqu'il y aura l'alternance, il faudrait faire un bilan avec le Rwanda. Il faudrait demander aux Rwandais qu'est-ce qu'ils sont venus faire au Congo, pourquoi. Juste la question, pourquoi ces massacres? Vous voyez, on tue, on viole, on massacre. On a aujourd'hui, d'après les rapports de mapping de l'ONU, ça fait 6 millions de morts. Donc c'est quand même trop. Alors maintenant, nous voulons tout simplement qu'il y ait d'abord l'alternance, que Kabila puisse partir, parce que Kabila fait partie des problèmes qu'il faut résoudre au Congo. Kabila, c'est les problèmes, parce que déjà Kabila n'est pas l'enfant légitime de Laurent Désiré Kabila, parce que nous avons des contacts avec les enfants légitimes qu'ils ont assassinés en complicité avec son régime. Il y a d'autres enfants qui ont fui, ils sont restés 2 ou 3 seulement, qui sont quelque part, et nous sommes en contact avec tous ces enfants-là. Ils ne reconnaissent pas que c'est leurs frères. Donc ce n'est pas, et la Constitution nous donne aujourd'hui raison, parce que la Constitution congolaise nous dit c'est lui qui doit avoir la magistrature civile
suprême au Congo doit être né des pères et des mères congolais. Mais Kabila n'est pas congolais, bien qu'il soit l'enfant adoptif de Laurent, il n'a pas la légitimité d'être président de la République du Congo, de la RDC. Voilà ce que nous demandons aujourd'hui, et que Kabila puisse partir en douceur. C'est ce que nous demandons, avec la négociation, avec le respect de la Constitution. Le 19 décembre, le peuple est aux aguets, le peuple ne baissera pas les bras, ni d'un iota, parce que nous voulons obtenir le départ de Kabila. Kabila n'est pas plus fort que Mobutu. Nous avons déjà 32 ans, peut-être le docteur, il n'avait pas bien expliqué quand il parlait par rapport à 32 ans de Mobutu. C'est déjà une douleur que nous avons subie. Nous avons fait face aux 32 ans de Mobutu. Maintenant, il y a les 15 ans de Kabila qui est arrivé, plus 3 de son ex-papa, donc c'est dur. Alors nous sommes au bout. Il faut que j'appelle la communauté internationale à prendre ses responsabilités, parce que Kabila aujourd'hui, il est devenu le problème. Il faut que la communauté internationale puisse s'impliquer, parce que la communauté internationale a demandé le dialogue. Kabila n'a pas respecté le dialogue. Maintenant, nous pensons que le moment est arrivé où Kabila doit partir. Et moi, j'appelle le peuple à s'élever, parce qu'il n'y a aucun régime dans le monde qui peut résister devant un peuple qui est décidé vraiment pour que le pays soit libéré. Une dernière question pour la route. Ce qui est surprenant en vous entendre tous les trois, c'est que vous avez un langage apaisé, il n'y a pas de va-t-en-guerre, légaliste. Tout le monde est d'accord pour dire bon, on va avoir d'alternance, mais il faut qu'on soit en paix. Personne n'appelle à la violence ni à vouloir prendre les armes. Est-ce que vous pensez que les gens qui sont en face, que vous donnez ça aujourd'hui, c'est des gens qui ne respectent absolument rien, ni leur constitution? Ça l'a changé pour qu'il reste président. En RDC, Kabila a trop de faire pour qu'il reste. Ali Bongo, aujourd'hui, n'a pas respecté la propre constitution, même pour annoncer les résultats par la Cour constitutionnelle. Finalement, c'est des gens qui ne respectent rien du tout. Pourquoi continuer à les respecter, mesdames, madame, messieurs? Parce que quand on est droit, on reste droit. Quand on est face à la méchanceté, la plus grande victoire que cette méchanceté peut avoir, c'est d'entrer en nous. Nous devons être différents de ces gens-là. Parce que lorsqu'on trouve légitime d'insulter un opposant politique, le jour où on arrive au pouvoir, on aura aussi des opposants et on les insultera. Et on fera ce que l'on reproche à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Nous devons marquer notre différence de bout en bout. Donc nous croyons, nous sommes des démocrates. Nous travaillons pour l'instauration d'une vraie démocratie. Ce sont eux qui nous opposent la violence et nous allons les laisser tributaires de leur propre violence. Nous avons toujours appelé au Gabon au dialogue. Nous avons appelé au dialogue national inclusif, nous ne l'avons pas obtenu. Lorsque les manifestants sont sortis dans la rue, ils l'ont fait de façon pacifique en chantant l'hymne national du Gabon. Et je vous assure, si vous lisez les paroles de cet hymne national, il n'y a rien de plus pacifique, il n'y a rien de plus cordial. Notre hymne national s'intitule La Concorde. Nous chantons unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Pendant que le peuple est en train de chanter l'hymne national, on lui tire dessus. Le régime en place assumera, il prendra en main, il va assumer ses propres crimes. Nous ne voulons pas être mêlés à ces crimes-là. Et c'est pour ça que je tiens à dire qu'au Gabon, il ne s'agit pas d'une guerre civile. Parce qu'il y en a qui ont voulu faire croire que non, la guerre civile, c'est lorsque les populations s'entretuent entre elles. Mais nous avons au niveau du Gabon un pouvoir qui massacre le peuple. Ce n'est pas la même chose. C'est Ali Bongo qui a mis la garde républicaine dans la rue, qui sort l'artillerie lourde pour aller en guerre contre un peuple qui est complètement désarmé. Et ça, c'est ce qu'il faut mettre en avant. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que nous aussi, nous appelons à l'aide de la communauté internationale. Parce que si on rentre dans une guerre civile, le Gabon, c'est 1 million d'habitants. Et les Gabonais sont unis entre eux. Ali Bongo a voulu instrumentaliser la province de Haut-Ogooué en faisant croire que le Haut-Ogooué avait voté pour lui à 100%. Or, moi j'ai étudié dans le Haut-Ogooué. Il n'y a pas une province au Gabon plus hétéroclite que le Haut-Ogooué. Dans certaines provinces, vous avez 2-3 ethnies. Dans le Haut-Ogooué, il y en a près d'une dizaine. Donc au Haut-Ogooué, il n'y a pas que les Batékés. Et l'une des régions les plus pauvres du Gabon, c'est le Haut-Ogooué. C'est dans le Haut-Ogooué que pour la première fois, j'ai vu des écoles primaires où les enfants étaient assis à même le sol parce qu'il n'y avait pas de table-banc.
Donc, vouloir faire croire que tout le Haut-Togo est derrière lui, c'est instrumentaliser cette province justement pour vouloir créer la guerre civile, pour vouloir que les Gabonais et les autres se révoltent contre le Haut-Togo. Mais nous ne sommes pas tombés dans ce piège. Le Gabon est resté uni. Les Gabonais sont unis entre eux et il y a un pouvoir qui va en guerre contre un peuple qui est unis. Et donc, face à cela, chaque Gabonais aujourd'hui se considère comme un résistant. Chaque Gabonais doit se considérer comme un résistant. Mais nous appelons la communauté internationale à prendre ses responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, Ali Bongo se fiche de tout le monde. Il est allé chercher l'Union européenne. C'est lui qui a fait appel à la mission d'observation. Ils n'ont pas respecté le contrat. Mieux, ils ont traîné les commissaires, les observateurs européens dans la boue. Certains ont été diffamés, comme la chef de mission de la mission d'observation. Ils l'ont accusée d'avoir été payée parce que simplement elle a voulu être objective. Aujourd'hui, ils crachent sur l'Union européenne, ils crachent sur l'Union africaine. Ils n'ont pas voulu recevoir aucun observateur. Mais quand on est transparent et qu'on n'a rien à cacher, on accepte les observateurs. Ils mettent en avant le fait que accepter les observateurs, c'est violer la souveraineté d'un pays. Mais pourquoi ils sont allés les chercher? C'est eux qui ont appelé l'Union européenne. Donc nous sommes dans des régimes, effectivement, qui ne respectent rien. Mais si la communauté internationale laisse faire, elle aura tué le dernier espoir de démocratie en Afrique. Parce que ce qui se passe au Gabon, nous sommes en train de le voir, est partout. Les Congolais ont presque abdiqué, les Camerounais ont abdiqué, les Gabonais se battent encore. Mais si là, ils n'obtiennent pas cette alternance, on saura que la communauté internationale ne parle de démocratie que quand ça les arrange et qu'ils ont décidé d'abandonner les Africains à leur triste sort. Mais nous allons quand même continuer de résister parce que nous ne pouvons pas continuer avec ce genre de système. Et donc, il faut que la communauté internationale intervienne, qu'elle prenne des sanctions s'il le faut, mais que des gouvernements voyous, terroristes qui terrorisent leur propre population soient mis au banc des nations, comme l'a été l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid, qu'il y ait toutes sortes de sanctions, mais on ne peut pas laisser cette déni de démocratie continuer de prospérer. François Mboukoukassa, vous êtes pasteur, hein, donc vous, je comprends très bien, vous aussi, ben voilà, je comprends très bien cette maxime christique hein, qu'on te donne sur la joue gauche, ben, toujours de la joue droite, comme ça au moins. Non, pas que, c'est pas ce qu'on dit. Hein, parce que même le Seigneur Jésus, il l'a dit dans un sens, mais lorsqu'il a été giflé, il a demandé pourquoi tu me gifles. Voilà. Il a demandé pourquoi on le giflait. Parce que même la violence, on ne la subit pas sans rien dire. Il n'a pas tendu la joue gauche. Il a demandé pourquoi. Moi, je pense que, étant artisan de paix, nous pourrions... le problème, c'est que c'est en face. Nous ne pourrons pas répondre la violence par la violence. Je pense qu'il y a des institutions qui sont mises en place pour mettre des hommes comme de Kabila. Il y a la CPI qui est là. Moi, j'appellerais ici que la CPI puisse vraiment envoyer des observateurs au Congo, en RDC, pour pouvoir constater le crime atroce que M. Kabila est en train de faire subir à sa population. Donc moi, étant un homme de l'Église, je me suis dit que je trouve ça vraiment anormal que je puisse continuer à prêcher un peuple et on massacre ces peuples-là. Donc j'ai pris congé à mon activité pastorale pour m'investir plus dans ce que je suis en train de faire, d'aller affronter les réels. C'est-à-dire que nous sommes peut-être souvent sur nos chairs pour prêcher, mais je pense qu'un homme de Dieu ou une femme de Dieu doit faire ces combats, que je remercie aussi ma soeur qui s'implique pour défendre la population, parce que c'est ça le rôle vraiment de la chrétienté. Hein, parce que Jésus, je ne suis pas là pour prêcher, quand il était venu, il nous a apporté le message de paix. Et bien c'est ces messages de paix que nous voulons que nos peuples aussi puissent se retrouver. Nous ne pourrons pas dire que moi, je vais devenir demain président de la République pour mon ventre à moi. Non. Comment je peux accepter de manger et l'autre qui est à côté de moi n'a rien du tout. Et ça, c'est ces choses-là que nous voulons, qu'il y ait vraiment une rupture et que le mal... Vous savez, je vis un président, je ne sais pas, d'un pays de l'Est, de l'Afrique, Zambie, je crois, ou je ne sais plus quel pays, j'ai vu une image comme ça sur le net, qui priait avec son peuple. C'est pas mal aussi. Donc, ça veut dire que je pense qu'il y a des choses que nous ne pourrions pas... Nous avons notre culture à nous, les Africains. Nous sommes dans un monde occidental. Nous, ils ont aussi la culture, mais je pense que nous avons aussi de bonnes choses, comme eux aussi ils ont de bonnes choses, mais nous devons choisir ce qui est mieux pour nos populations. C'est très important pour nous. Donc, nous ne pourrons pas dire qu'il y ait la rupture dans tous les cas. Il y aura la rupture, mais il faut qu'il y ait les changements aussi d'hommes. C'est important. Parce que les systèmes, par exemple, au Congo, en RDC, c'est des gens qui datent de 1960.
Il y en a d'autres qui sont jusqu'à aujourd'hui, qui continuent à devenir des sénateurs. Mais ces gens-là, ils ont jamais compris c'est quoi l'Internet, c'est quoi l'ordinateur. Ils vont continuer avec leur système malhonnête que nous dénonçons ici. Donc nous appelons la paix au Congo. Nous voulons que Kabila puisse partir et que la communauté internationale, cette fois-ci, puisse prendre la part du peuple congolais qu'il a toujours mis de côté. Peut-être ils aiment plus les intérêts, plus les richesses que les Congolais. Et aujourd'hui, nous voyons à l'Est, on est en train de dénombrer la population, on est en train de faire dispatcher la population. Les Rwandais sont en train de s'infiltrer au Congo et nous dénonçons cela. Et nous sommes en train de les dire à haute voix qu'il faut que ça cesse. Donc moi, je suis ici pour défendre cette population qui est démunie et aussi dénoncer jusqu'aujourd'hui Kabila n'a pas encore libéré l'homme politique comme l'opposant Diom Ndonga, le député qui est toujours en prison jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plusieurs années. Et il y a M. Mouyambo qui est toujours en prison jusqu'à aujourd'hui. Et il y a encore plusieurs personnes qui sont en prison. Et c'est des prisonniers politiques personnels de M. Kabila. Mais nous voulons que la communauté internationale puisse aussi, cette fois-ci, prendre vraiment le devant pour défendre nos populations, pour qu'il y ait la paix en Afrique centrale, pour que nous, les Africains, nous sommes des Bantous. Nous avons notre culture. Nous voulons que ces systèmes, nous, les Bantous, nous parlons, nous palabrons. Nous restons sous les baobabs pour palabrer. Donc nous ne voulons pas cette brutalité qui vient de l'Est. Et cette brutalité vient de ce qu'on appelle les Tutsis. Et ce n'est pas tous les Rwandais qui sont des mauvais. Au Congo, ces Rwandais qui vont respecter les lois au Congo, quand il y aura la démocratie, quand il y aura l'état des droits que nous demandons tous les jours, et en ce moment-là, celui qui va respecter les lois au Congo, c'est celui-là qui va rester au Congo. Voilà mon dernier mot. Henri Zonza, c'est pour ça que vous êtes de ce côté-ci, puisque vous n'êtes pas pasteur, en fait, je ne l'avais pas deviné. Je vais peut-être le devenir. Bon, il n'est pas trop tard. Je voulais rebondir sur un point que vient d'aborder Madame Donc. Il a dit que le peuple congolais a abdiqué. On n'a pas abdiqué. Non, pas abdiqué. Vous avez... Enfin, voilà. Notre pays, le Congo, a connu beaucoup de tragédies. Nous avons connu des événements en 93. Il y a eu la guerre de 97, 98. Tout récemment, en 2015, il y a eu, quand il y a eu le débat sur le changement de la Constitution, il y a eu beaucoup de tueries. Là, avec l'élection du 20 mars, il y a eu beaucoup de gens qui ont été tués. Donc, on a une autre façon de voir des choses que les Gabonais qui ne sont peut-être pas arrivés à cette étape-là. Parce que quand on a connu des parents qui ont été tués par des faits de guerre, je crois qu'on peut raisonner autrement. Donc, nous sommes dans une logique d'apaisement. Voilà pourquoi moi, j'insiste ici à ce que nous allons vers un dialogue inclusif, parce que on sait, la situation militaire, on peut bien l'adopter, mais on ne sait pas, quand vous commencez une situation militaire, vous ne savez pas la suite après. Les conséquences, vous ne les connaissez pas, parce qu'on ne peut pas les gérer en avance. Donc, voilà pourquoi pour nous, il est question d'aller vers un dialogue inclusif sous l'égide de la communauté internationale pour trouver des solutions idoines aux problèmes qui se posent dans notre pays. Voilà, donc pour conclure, les problèmes sont les mêmes, mais les réponses sont plus ou moins différenciées et adaptées aux réalités de chaque pays et aussi à son processus historique. Merci à vous trois d'avoir participé à cet entretien. Je rappelle donc que vous avez écrit Gabon, pourquoi j'accuse, et que vous êtes porte-parole de Jean Ping. François Mokukassa, encore merci. Je rappelle aussi que vous êtes président du Front des militants congolais et de la Fédération Union des Congolais de la diaspora, Henri Zonza, encore merci à vous aussi. Vous êtes vous le président Paco. Voilà, madame, messieurs, merci à vous aussi d'avoir suivi. Merci à Noko Kumungakoso pour les images, à vous. De plus en plus nombreux à suivre Ziana TV, nous continuerons bien sûr à vous proposer de l'actualité sur ces différents pays, puisque désormais Ziana TV aussi va se mettre à l'heure panafricaine, étant donné que les problèmes et les outils devront être les mêmes pour tous les pays, afin que nous vous sensibilisions sur les différentes solutions qu'on trouvera peut-être. Aujourd'hui, les Gabonais sont en première ligne et debout, et espérons que l'action des Gabonais apportera quelque chose, ou de l'eau au moulin des Congolais, que ce soit d'un côté ou de l'autre du fleuve Congo. Merci encore, portez-vous bien et à la prochaine fois. Merci. Au revoir. Merci.